Chère entrepreneur créative, ce podcast a été conçu pour t'aider à répondre à cette question: comment vendre mes créations et développer un business rentable tout en préservant mon temps, mon énergie et mon esprit. Je suis Olivia Bienvenue, cake designer durable et coach certifié, et je serai ta plus grande supportrice dans cette aventure. Ma mission? Aider les femmes aux mille et une idées à exprimer leur audace créative et à en vivre pleinement. Welcome to the show! Hello Cassandra! Coucou! Comment vas-tu? Je vais très bien, merci. Et toi? Super, super. Je suis ravie de t'accueillir ici. Alors pour la petite histoire, c'est pas la première fois qu'on échange ensemble. On a eu l'occasion de faire une vidéo YouTube. Et du coup, maintenant que le podcast est devenu mon métier numéro 1, je me suis dit ça peut être bien de te réinviter ici parce que tu es sur un sujet qui parle vraiment au cœur, la mission, savoir quelle est notre mission en tant qu'entrepreneur. Comment toi-même tu as réussi à découvrir ta mission? Oula, alors moi ça a été justement, je pense que si aujourd'hui ça me tient autant à cœur, c'est que moi ça a été une quête très longue et très compliquée. Donc j'arrivais pas, j'étais très très frustrée, voilà, je faisais beaucoup de recherches, de compréhension de qui je suis, pourquoi je suis ici, et je trouvais pas forcément les réponses. Donc j'ai beaucoup cherché, j'ai beaucoup appris sur moi, c'est ce qui m'a amené aussi au développement personnel. Et après, j'ai eu mon corps qui m'a parlé, donc les problèmes de santé, voilà, qui m'ont amené aussi à me dire, bon, il faut que tu fasses quelque chose. Et c'est en m'écoutant vraiment profondément, en commençant en fait à casser les schémas limitants, que j'ai commencé à vraiment entrer dans le vif du sujet, de me dire, ok, là je suis bien. En fait, moi je pense que c'est surtout une histoire d'alignement. Quand on se sent aligné, quand on se sent à sa juste place, énergétiquement, on sait que déjà on touche des parties de notre mission de vie. Et au-delà de ça, c'est vraiment un fil rouge conducteur depuis qu'on est tout petit de ce qui nous anime et qui en fait est ce que je fais avec mes clients ou dans le programme en ligne où vraiment on va aller chercher qu'est-ce qui se passe depuis toujours, qui est là depuis toujours, mais qu'on n'aura pas forcément mis en avant et qui fait que ça fait écho à tout ce qu'on veut, tout ce qu'on désire, tout ce qu'on a déjà créé, etc. Ok, c'est super intéressant. Ça fait combien de temps que tu fais ça? Alors, en tant que coach, alors je me suis mise à mon compte il y a 2 ans et demi. Et vraiment, coach dans ce domaine-là, ça fait à peu près 1 an et demi, je dirais. J'étais freelance au début. Ok. Et tu t'imaginais être coach quand tu étais plus jeune, justement? Alors, le coaching, non, parce que quand j'étais jeune, on n'en parlait pas, je connaissais pas du tout. Par contre, la psychologie, les psys, ça m'attirait beaucoup. D'accord. Et voilà, j'avais voulu le faire en sortant de mes études. Et on m'avait dit non, mais de toute façon, tout le monde va en psycho, n'y va pas. Voilà. Il y a eu une vague, c'est vrai, à un moment, il y a une sorte de mode, il y a des métiers comme ça qui deviennent des modes. C'est vrai, oui, complètement. Et tout à l'heure, tu parlais de croyances limitantes. Mais comment est-ce qu'on arrive à percevoir que ce qu'on a en tête, c'est une croyance limitante? Parce que si on y croit depuis toujours, ça devient une normalité. Alors oui, c'est tout très juste ce que tu dis, c'est que ça devient une normalité. Au-delà de ça, ça devient une personnalité. C'est-à-dire qu'en fait, la personnalité qu'on a, et même aujourd'hui, même quand on a évolué, on a tellement de paliers à passer que notre personnalité correspond à un lot de croyances limitantes qui fait qu'on en est là, qui fait qu'on a ce type de désir et ce type de vie qu'on s'est créé. Et c'est souvent les émotions négatives en fait qui peuvent nous mettre en avant le fait que c'est pas bon, la frustration, le fait de se sentir insatisfait alors qu'on est censé tout avoir, ou que, enfin, voilà, que à l'extérieur c'est censé être bien, les schémas qui se répètent, on répète des schémas, des choses comme ça. Là, on sait que voilà, on sait qu'il y a des choses on le sent, on le voit, ça se répète, c'est pas bon, on n'est pas à l'aise. Et il y a aussi le ressentiment du corps, que le corps parle énormément quand on a des problèmes de santé, quand on n'a pas d'énergie. Ça, c'est qu'on n'est pas. Il y a des schémas, il y a des choses qui nous plombent, qui sont pas alignées. Ouais, c'est vrai ça que le corps il parle beaucoup et on n'apprend pas à s'écouter, on ne prend pas cette habitude-là. Le réflexe c'est plutôt de se forcer à y aller quand même, à tenter de se motiver par tous les moyens. En fait, on se fait plus de mal en faisant ça. Oui, totalement. Et en plus, on s'épuise. En fait, c'est vraiment ça pour moi. Et il y a certaines personnes qui vont trouver leur mission, leur pourquoi rapidement dans le processus de vie. Il y a des personnes qui vont le trouver vraiment avec un gros choc d'une grosse maladie, la mort d'un proche, quelque chose. Il faut que la vie, en fait,
les chocs pour qu'ils puissent se réveiller et se dire oh là là, ça va plus. Faire une sorte de remise en question parce que sinon, dans une routine, et en fait, on se rend pas compte, enfin, on capte bien parce que faut pas dire qu'on se rend pas compte. On voit bien qu'il y a des choses qui vont pas, mais on se dit ça va aller, je vais faire avec, etc. Jusqu'à ce que, comme tu dis, il y a un coup dur qui vient tout casser, qui vient finalement réveiller. Comme on dit, un mal pour un bien. Oui, et puis même des fois, on se rend compte qu'il y a des problèmes, on se rend compte qu'il y a des schémas qui se répètent, que ça va pas. Et puis, on se sent pas capable au niveau de l'énergie, on se sent pas capable de passer au-dessus, de faire autre chose, en fait. Même si on sent qu'on est malheureux et qu'on n'est pas à notre place, ben, parfois, on est tellement bas en énergie que ça nous paraît être une montagne, tu vois, énorme à monter. Et du coup, on reste là au lieu d'aller demander de l'aide, voilà, de vraiment faire des petites actions, déjà des toutes petites actions qui permettent de monter les premières marches de la colline. Ben, souvent, on la regarde d'en bas, cette colline, on se dit non, c'est trop pour moi. Ouais, puis on reste dans cette fameuse zone de confort où on sait que c'est pas l'idéal, mais comme on s'y sent bien, on s'est fait à l'environnement, donc on ne peut pas faire d'efforts supplémentaires. Et comme tu dis, quand on commence à prendre, à faire les premiers petits pas, finalement, on se rend compte que c'est pas si énorme, hein, cette montagne-là, elle est pas si dure à gravir. Oui, et puis aussi, on se rend compte qu'on aime monter la montagne parce que quand on est en bas, on se dit oh là là, mais je vais souffrir le maximum à la montée jusqu'en Ouais. haut, en haut, je serai épanouie. Mais en fait, non. C'est plaisant de monter la montagne et d'apprendre à se connaître, d'apprendre à connaître sa mission, de développer son projet, sa création, tu vois. Ah ouais, c'est vrai, c'est vrai. Et ce qui est bien aussi, si on regarde l'image de la montagne, c'est qu'à un moment, même quand peu importe au niveau où on est, mais se retourner et voir ce qu'on a accompli. Totalement. Parce qu'on reste souvent concentré sur ce qui reste à faire. On se dit, oh, je suis pas comme ça, je suis pas encore ceci, j'ai pas atteint. Mais en réalité, il y a souvent énormément de travail. Je crois, le plus gros du travail, c'est le démarrage. Et on se rend pas toujours compte de tout le travail qu'on a déjà fait pour se rechercher et s'améliorer, quoi. Oui, c'est important. Et la mission ou le fil rouge, est-ce que c'est quelque chose qui évolue avec le temps ou est-ce qu'une fois qu'on l'a trouvé, c'est comme ça change plus? C'est pour moi non. C'est-à-dire que c'est vraiment une base, un fil, un socle qui te permet de faire tes créations, une entreprise, un truc qui correspond, etc. Des projets qui correspondent à ce fil rouge. Mais pour moi, la nature du fil, il est toujours de la même couleur. Après, ça vient s'agrémenter, ça vient de plus en plus grand parce que le fil conducteur, au début, ben, on va se dire, ah bah oui, ça me fait penser par exemple à ce projet. Donc, je lance une entreprise. Au début de l'entreprise, ça ressemble à ça colle à ma vie. Et puis, dans 5 ans, dans 10 ans, on fera toujours le même cœur, mais c'est quelque chose de beaucoup plus grand, beaucoup plus, tu vois, c'est comme si ça s'ajoute, en fait. Déjà, on évolue, nous, personnellement, on grandit, on change de perception, il y a la vie qui vient s'en mêler, et puis qui nous fait voir les choses autrement. Et puis voilà, tout change, donc c'est pas immuable, mais c'est intéressant de savoir qu'on a toujours le même squelette finalement. C'est ça, ouais, et puis voilà, si les personnes qui nous écoutent sont spirituelles, c'est vraiment la mission, c'est nous qui l'avons choisie avant de s'incarner. Donc, cette mission-là, on est venu pour apprendre des choses. C'est pour ça aussi que parfois, ça passe par des mauvais schémas, des traumatismes, des choses très lourdes et très négatives perçues comme ça, parce qu'on regarde en haut de la pyramide en bas. Mais en fait, ça sert, parce que pour moi, la mission de vie, il y a 2 niveaux. Il y a la raison d'être, c'est-à-dire vraiment l'épanouissement personnel de soi et peu importe l'environnement, et la mission de vie vraiment qui est interpersonnelle et qui du coup nous permet d'avoir un impact sur le monde juste parce que nous, on s'éclate dans notre raison d'être. Et les personnes que tu accompagnes, donc toi, tu accompagnes des hommes ou des femmes ou uniquement des femmes? J'accompagne aussi des hommes. Donc les hommes et les femmes qui s'adressent à toi, qu'est-ce qui déclenche ce besoin de rechercher sa mission, son fil rouge? Le flou. C'est des personnes qui arrivent qui sont perdues, qui savent qu'elles ont vraiment un feu, tu vois, à l'intérieur à développer, qu'elles ont un potentiel, mais voilà, elles se sentent perdues, elles sont dans le flou et elles savent pas quoi. Donc là, c'est que la frustration en général est montée assez haut pour se dire, OK, maintenant, je demande de l'aide. C'est déjà un grand pas de dire je demande de l'aide. C'est énorme, ouais. Parce que le détecter déjà, c'est quelque chose. Ensuite, reconnaître qu'on ne peut pas faire le chemin seul, c'est vraiment, vraiment quelque chose. Enfin, en soi, on peut faire le chemin seul, c'est juste que ce sera beaucoup plus long et beaucoup plus dur. C'est pas impossible, mais c'est très, très long et très dur. Parce que nous, on voit que ce qu'on veut bien voir, on a des œillères. Alors que quand tu te fais accompagner, la personne qui t'accompagne peut dire, écoute, il y a ça aussi. Puis je vois tel potentiel en toi que tu ne te rends pas forcément compte. Et puis je vois aussi d'autres choses sur lesquelles tu peux creuser, tu ne te rends pas forcément compte.
Oui, oui, ça va tellement plus vite, mais même, tu vois, en tant que coach, je trouve que de se faire accompagner, c'est tellement, tellement important. Tout le monde devrait se faire accompagner, je vais dire au moins une fois dans sa vie, mais tellement de fois dans sa vie, en fait. Parce que Ouais. sinon, c'est dingue comment, oui, on peut passer d'un état à un autre en très peu de temps, alors que seul, ça fait peut-être même des années qu'on stagne, ou qu'on se sent frustré, qu'on n'y arrive pas. Donc, pour moi, c'est vraiment le coaching, les accompagnements, c'est une force incroyable. Ouais, je suis d'accord. Ce matin, j'en parlais avec une cliente. Elle me pose la question, est-ce que, selon toi, c'est important le développement personnel pour les entrepreneurs? Alors, je lui dis oui. Elle me dit à quelle fréquence il faut se faire accompagner. Je lui dis en fait, c'est un cheminement de tous les jours, toute la vie, chaque année, quoi. Parce qu'elle vient du monde du salariat. Elle me dit, mais nous, les formations, c'est que des formations techniques. Et les formations développement personnel, c'était réservé aux grands chefs et tout ça, qui ont des grosses missions. Je dis, mais aujourd'hui, toi, tu es entrepreneur, c'est toi la grande chef. Mm. Donc, il faut te développer et c'est vrai que c'est important de le faire. Mais je pense qu'une fois que tu mets le doigt dedans, que tu vois à quel point c'est bénéfique, ben, tu peux plus t'en passer en fait. Oui, totalement. Et en plus, quand on est chef d'entreprise, ce qui est top, c'est que c'est palpable, hein. Le rendement, même, on voit que c'est un investissement. C'est Exact. plus palpable que sur un développement personnel comme ça. Et ça a des impacts à différents niveaux, autant pour soi, du coup, qui va rayonner dans le couple, dans la vie de famille, les enfants, etc., que dans Exactement. l'entreprise, et du coup dans les clients, et du coup dans notre impact. Exactement. Ça a un impact sur tout. On ne peut pas dissocier personnel et professionnel. Ça a un impact sur tous les champs de la vie. Quoi. Et tout à l'heure, mince, ça m'a échappé. Tu disais, ah oui, tu parlais tout à l'heure de pensée limitante. C'est quoi, par exemple, une pensée limitante? Alors, déjà, alors c'est les croyances limitantes, ça peut, déjà, l'origine, la source, c'est soit on l'a capté, on l'a absorbé de quelqu'un d'autre, et souvent de notre monde éducatif. Donc, les parents, les grands-parents, les professeurs, les nounous, enfin, voilà, tous ceux qui nous ont éduqués avaient des croyances limitantes et ils nous ont transmis ça. Et il y a aussi une autre source, c'est nous-mêmes. C'est-à-dire qu'on va vivre une expérience, nous, avec notre personnalité, avec notre bagage émotionnel, on va avoir des pensées qui vont se lier à cette expérience. Par exemple, je sais pas, j'échoue à un examen, j'échoue 3 fois en permis de conduire, par exemple, j'échoue 3 fois au permis de conduire. Ah ben, je suis nulle, je serai jamais incapable d'avoir mon permis de conduire. Et du coup, je n'essaie plus, je n'essaie même pas une 4e fois, parce que de toute façon, je sais que je suis nulle et que j'y arriverai pas. Voilà, ça c'est une croyance limitante qu'on s'est fait juste parce qu'on a eu une expérience et on s'est dit, ok, ça s'est passé comme ça, donc je suis ça. Ben non, on a ouvert Ouais. une 4e, tu peux l'avoir. Exactement. On tire des conclusions, on s'auto-persuade finalement comme si les événements venaient conforter une pensée qu'on avait déjà. Quand tu dis je suis nul, si c'est une pensée qu'on a déjà non avouée, eh ben voilà, on cherche des arguments pour dire ben voilà, ça c'est la preuve. La preuve, voilà, regardez comme je suis nul. Puisque... Ça, c'est très mieux ce que tu dis, c'est un phénomène de renforcement des croyances limitantes. C'est exactement ça. C'est qu'en plus, après, on va aller chercher, se dire, bon, je suis nulle parce qu'encore j'ai échoué à mon examen de conduire. Et puis, on dit, mais non, tu n'es pas nul, il y en a plein qui échouent, etc. Oui, mais tu te rappelles, la dernière fois, aussi, avant de, je sais pas, le bac, je l'ai pas eu non plus. Tu vois bien que je suis nulle. Ben, il y a un livre comme ça, je crois que le titre c'est Les bienfaits de l'échec, et qui montre comment des choses hyper connues aujourd'hui, ben, pour en arriver là, ça a été une succession d'erreurs, et certaines choses très connues sont des erreurs. Genre la tarte tatin, c'est l'accident suprême, quoi. Le truc où tu te dis, j'ai fait une tarte, elle tombe par terre, bah laisse tomber. Maintenant, elles ont dit, on la sert quand même, et voilà, maintenant c'est rentré dans les traditions, quoi. Il y a vraiment des croyances et puis toute une éducation à se faire et à refaire autour de l'erreur et l'échec, quoi, qui sont Ouais. des connotations très négatives, alors qu'au contraire, c'est vraiment grâce à ça qu'on apprend et qu'on grandit. Oui, totalement. Et puis l'erreur, l'échec, ça veut rien dire, puisque finalement, tu vois, par rapport à la tarte tatin, en fait, c'est juste, ça veut dire ce que j'avais prévu, enfin, comment j'avais prévu que ça se passe, ça ne s'est pas passé comme ça. C'est tout, en fait. Exactement. Est-ce que ça veut dire que c'est pas bon? Ben non, pas forcément, la preuve. Exactement, ouais. Oui, très souvent, il faut simplement prendre un peu de recul, quoi. Prendre du recul sur la situation, dire, OK, c'était pas comme je voulais, mais finalement, est-ce que je peux en faire quelque chose ou pas? Exactement. Et on peut toujours en faire quelque chose. Alors, j'ai aussi pas mal de femmes qui nous écoutent qui sont très créatives et qui sont sur plusieurs activités, sur des activités différentes qui, a priori, n'ont rien à voir. Et donc, il y a deux réactions. Soit c'est se dire, je m'éparpille trop, donc je suis pas capable d'être entrepreneur parce que je vais trop dans des directions différentes. Soit c'est se dire, ben, j'aime tout, donc je fais tout parce que je veux me séparer d'absolument rien. Donc, j'ai 10 idées. J'ai 10 idées, je suis les 10 idées. Mm. Qu'est-ce que tu penses de ces schémas-là, toi?
Alors, moi, je crois beaucoup quand même au pouvoir du focus. Après, ça dépend des profils, mais je pense qu'on a tous un réservoir énergétique et qu'au cours de la journée, tu vois, on distille notre énergie qui est limitée sur certains piliers de vie, sur certaines activités, du coup. Et au bout d'un moment, si on va faire 10 activités, par exemple, à la fois, bah voilà, on peut faire les 10 activités, mais ça veut dire que notre énergie, il va falloir la proportionner. On peut pas être à 10 activités pareilles, quoi. C'est pas possible d'être autant focus et autant énergétique et dynamique sur toutes. Donc, je pense qu'il faut savoir prioriser, savoir exactement dans quoi est-ce qu'on a envie de donner notre énergie en priorité. Ça veut pas dire qu'on laisse les autres forcément, si on se sent capable. Mais est-ce que ça nous épanouit de développer 10 activités à la fois en étant à, je sais pas, 10% sur chacune? Ou est-ce que ça nous épanouit plus d'en avoir que deux et d'être à 50-50? Ouais. Après, je pense que, comme on disait au début, la question de la mission est aussi essentielle. Ça permet de faire le tri. Parce que de toute façon, voilà, on a des idées. C'est un peu comme s'acheter des vêtements. Enfin, on peut avoir plein de vêtements, on va pas tous les mettre en même temps, quoi. On va en porter certains moments et puis d'autres à un autre moment. Voilà, c'est logique. Et pour les idées, c'est pareil. On peut en avoir plein. Ça veut pas dire qu'on va tout les suivre en même temps. Et cette question de mission de vie, je pense qu'elle est vraiment essentielle dans ces cas-là. Et après, comme tu dis, prioriser, je suis assez d'accord. Bah, moi-même, j'ai 2 activités. Je peux te dire que même si ça m'éclate, des fois, c'est pas facile. Des fois, je me dis, ah, si j'en avais qu'une, peut-être que ça irait plus vite et tout. Après, je dis, je sais très bien qu'en en ayant qu'une, je vais m'ennuyer, donc ça marchera pas. Mais c'est vrai qu'il faut quand même avoir la tête sur les épaules parce que c'est, comme tu dis, en question d'énergie, c'est pas si simple. Complètement. Donc, en gros, si je résume, j'ai plusieurs étapes pour avoir une entreprise qui nous correspond vraiment. La première, donc, c'est débarrasser, enfin, pas forcément dans l'ordre, hein, mais l'une d'entre elles, c'est de se débarrasser de ses pensées, croyances limitantes. La deuxième, c'est de trouver sa mission de vie. Et puis la troisième, c'est garder du focus et en tout cas prioriser. Oui, pour moi, c'est vraiment les bases, c'est ça. Je parle souvent de la pyramide du business. Alors, c'est moi qui l'ai inventé, mais elle part de la pyramide, tu sais, de Maslow, où tu as les différents niveaux. Et je trouve que ce serait facile pour l'expliquer. Du coup, pour moi, c'est vraiment, du coup, la pyramide de Maslow, les besoins primaires, les premiers besoins dans le bas de la pyramide. On peut pas monter un niveau si on n'a pas comblé le premier niveau. Et dans le business, je trouve que c'est pareil. Donc, le premier niveau, c'est vraiment toi, d'être solide sur toi, sur qui tu es, sur quelle est ta mission, donc ton pourquoi. Voilà, pourquoi tu as monté cette entreprise, qu'est-ce que c'est le moniteur de ta vie, qu'est-ce que tu veux donner, l'intention que tu as pour suivre ta mission, etc. Et après, d'aller monter ton entreprise, de se dire, bon, voilà, qu'est-ce que je veux à partir de qui je suis et de ma mission, qu'est-ce que je veux comme entreprise. Donc, elle représente quoi cette entreprise, c'est quoi les bases, d'ailleurs, c'est vraiment les bases, à qui je m'adresse, pourquoi je fais ces offres, comment ça colle à qui je suis. Et après, monter les échelons avec une stratégie qui colle à qui on est. Moi, je parle beaucoup de marketing spirituel parce que c'est ce que je prône, l'énergétique, hein, de magnétiser ses résultats à l'énergie qu'on a. Donc, ça part vraiment de qui on est. Et après, c'est d'être dans la manipulation et dans l'abondance de la vie qu'on veut, quoi, du lifestyle qu'on veut. Donc, pour moi, c'est vraiment ça, les échelons et les étapes à monter. Ouais, c'est super intéressant. J'adore. Et alors, quand on parle d'abondance, est-ce que tu peux en dire un peu plus? Ah oui, alors je pense que l'abondance, c'est un terme qu'on s'approprie. C'est-à-dire que je pense que c'est vraiment à personnaliser, ça veut rien dire l'abondance. C'est comme tout à l'heure on parlait de l'échec, mais l'échec ça veut rien dire, c'est un mot. Donc l'abondance ça veut absolument rien dire, on le prend comme tel. Et c'est en quoi ma vie elle est abondante. C'est-à-dire comment ma vie est abondante à mon sens. Moi je sais que ma vie elle est abondante déjà aujourd'hui. Parce que ce que je veux pour l'abondance c'est la liberté de mon temps, de mon argent et de mon envie, enfin de ma géographie, en gros, de pouvoir bouger quand je veux. Et je l'ai déjà, cette abondance-là. Donc déjà, je me sens extrêmement abondante parce que j'ai déjà ça. Et D'accord. pour monter les niveaux, pour moi, c'est toujours si je veux de l'abondance, c'est d'augmenter ces niveaux-là. Augmenter mon niveau de liberté financière, augmenter mon niveau de liberté de temps, de liberté géographique. Et ça, je pense, ça dépend vraiment des personnes. La définition d'abondance, c'est pas forcément ça pour chacun. Donc peut-être repartir, c'est quoi l'abondance pour vous, à partir de vos valeurs, et de définir, voilà, à quel moment je vais me sentir abondant, puisque vous êtes déjà peut-être abondant. C'est ça, exactement. Avoir conscience, comme tu dis, de ses valeurs, parce que des fois, on regarde ce que les autres ont réussi, on se dit, ah, j'en suis pas là, donc je suis pas dans l'abondance. Mais en réalité, si on se concentre sur soi, encore une fois, c'est vraiment soi le point de départ. En se concentrant sur soi, on se rend compte, voilà, finalement, oui, j'ai déjà l'abondance par rapport à mes valeurs et mes propres besoins. Totalement.
Ouais, je trouve ça hyper intéressant. On n'a pas la même notion d'abondance d'une personne à l'autre. Et ça montre l'importance de ne pas se comparer, parce que ça déstabilise plus qu'autre chose, et puis ça fait perdre le sens et vraiment être concentré sur soi, qu'est-ce que je veux. Et Ça fait perdre l'alignement, ouais, tout à l'heure. Après, il y a la comparaison et l'inspiration. Parce que je trouve qu'avoir des modèles, c'est ultra puissant par contre. Avoir des modèles qui t'inspirent et savoir pourquoi ils t'inspirent, surtout. Ça, ouais. Et de toute façon, on la sent la différence. Hein. Dès qu'on regarde des profils ou des personnes et puis on sent qu'il y a des sentiments négatifs, c'est qu'on n'est pas dans l'inspiration, mais plus, ça ne nous envoie pas quelque chose de positif. Par contre, quand oui, tu vois des personnes et tu te dis, ah ouais, j'ai envie de faire comme ça, et du coup, ça te pousse à l'action, là, tu sens, l'énergie est différente. Oui, exactement, totalement. Ouais. Alors aujourd'hui, toi, comment tu accompagnes tes clients? Donc là, j'ai le programme en ligne Mission de vie. Donc, c'est vraiment un programme autonome où je peux les accompagner aussi. Donc, c'est vraiment pour trouver sa mission de vie. Donc, pour moi, c'est vraiment la base. Tous mes clients pouvaient rentrer par là, ça serait top. Donc, c'est-à-dire que c'est vraiment le soin individuel. Donc, n'importe qui peut acheter ce programme-là, sans passer par moi. Ou alors, dans mes accompagnements, on commence toujours de toute façon par faire un point sur la mission de vie. Et j'accompagne différents types d'entrepreneurs aujourd'hui. Donc, des personnes qui sont dans les débuts, qui génèrent peu ou pas de chiffre d'affaires, et les personnes qui ont déjà un chiffre d'affaires, donc qui ont déjà une entreprise qui tourne, mais qui ont ce sentiment de se sentir un peu dans le flou et qui n'ont pas l'impression de magnétiser dans la fluidité les résultats et plutôt dans un élément marketing assez dur où on fait beaucoup d'actions pour finalement avoir des résultats soit à la hauteur mais en étant épuisés, soit même pas à la hauteur de ce qu'ils désirent. Donc voilà, les différents niveaux. D'accord, super. Et on peut te retrouver où? Alors sur mon compte Instagram, cassandra.coach, et sur le site qui est en reconstruction, mais du coup ça sera, pardon, je te le donnerai. Ça marche, et puis on mettra sur la page du podcast. Merci Cassandra pour cet échange. Merci à toi. Merci, à bientôt. À très vite. Parce que tu es la première ressource de ton business, tout part de toi, de ton organisation, de ton bien-être et de ton état d'esprit. Que dirais-tu de reprendre le pouvoir sur ton temps, sur ton énergie et d'être vraiment dans ton rôle de chef d'entreprise? Si tu te demandes comment mettre tout ça en musique, télécharge mon guide et découvre les 9 étapes pour un business créatif et rentable. Rendez-vous sur www.audace-créativité.fr/podcast.